Le 29 avril 1945, les troupes américaines libérèrent le camp de concentration de Dachau. Quelques heures plus tard, plusieurs gardes allemands furent exécutés par des soldats américains. Certains étaient en détention, d'autres tentaient de se rendre. Aucun ne fut traduit en justice, il n'y eut aucune reddition formellement reconnue. La chaîne de commandement du camp s'était désintégrée et les SS se mêlaient aux prisonniers. Des exécutions eurent lieu en divers points du camp, sans coordination visible. Il n'y eut ni ordre clair ni conséquences. Qu'ont vu les soldats en entrant à Dachau? Qu'est-ce qui a déclenché ces coups de feu? Et pourquoi le haut commandement a-t-il choisi de ne pas intervenir? Les voitures de la mort, la découverte qui a déclenché l'incendie. Le 29 avril 1945, le 157e régiment d'infanterie américain avançait vers Munich lorsqu'il découvrit un convoi ferroviaire près d'une enceinte fortifiée. 39 wagons restaient stationnés sur les voies abandonnées pendant la retraite allemande. Le soldat Michael Thompson ouvrit le premier wagon. Il recula aussitôt, envahi par une odeur nauséabonde. Ces cris alertèrent les autres soldats qui s'approchèrent pour découvrir le contenu qui allait changer à jamais leur compréhension du conflit. Chaque wagon contenait des centaines de corps empilés au hasard. La plupart étaient des squelettes à la peau jaunâtre, vêtus d'uniformes rayés ou complètement nus. Leurs visages exprimaient l'agonie, bouches ouvertes, yeux enfoncés, mains crispées, serrant leurs compagnons morts. Le convoi venait de Buchenwald, évacué le 7 avril sur ordre d'Himmler. Sa destination officielle était Dachau pour redistribuer les prisonniers. Les bombardements alliés fragmentèrent le réseau ferroviaire. Le train fut immobilisé pendant plus d'une semaine. 3 jours à Plauen, 2 à Hof et 4 près de Nuremberg. Privés de nourriture et d'eau, les prisonniers moururent en masse dès la première nuit. Les survivants, retrouvés plus tard, ont décrit une progression de l'horreur, commençant par une soif désespérée et évoluant vers le cannibalisme. Les plus faibles mouraient en premier, les malades, les personnes âgées et les enfants. Leurs corps restèrent parmi les vivants pendant des jours, se décomposant au gré des errements du train. À son arrivée à Dachau le 28 avril, le convoi contenait 213 corps et 180 survivants en danger. Les gardes SS avaient pris la fuite pendant la nuit, abandonnant les voitures là où les troupes les retrouveraient quelques heures plus tard. Pour les vétérans du 157e, aguerris à Anzio et dans la vallée du Rhône, cela représentait un niveau d'horreur inédit. Le sergent Robert Hayes écrivit à sa femme « J'ai vu de nombreux hommes mourir au combat, mais toujours avec honneur. C'est différent. C'est la mort comme produit industriel. » La réaction fut immédiate. Des soldats qui avaient fait preuve d'une discipline de fer sous le feu ennemi se mirent à vomir. D'autres fondirent en larmes. Le caporal Jimmy Martinez quitta les convois et resta silencieux pendant 3 heures. La discipline militaire s'est effondrée face à l'impossibilité de catégoriser les faits observés. Il ne s'agissait ni de victimes légitimes, ni de victimes civiles accidentelles. C'était la preuve d'un système conçu pour produire une mort massive avec une efficacité industrielle. Les prisonniers SS capturés près du convoi n'étaient plus perçus comme des ennemis militaires vaincus. Ils devinrent les auteurs directs du massacre. La distinction entre combattants et criminels s'estompa face à l'évidence. Les premières représailles se déroulèrent sans coordination. Le lieutenant William Walsh fit monter 4 gardes allemands dans le wagon le plus chargé. Il les força à rester parmi les cadavres pendant 10 minutes, puis dégaina son Colt 45 et les exécuta un par un d'une balle dans la nuque. Le soldat Eugene Sledge se souviendrait des décennies plus tard. Walsh ne criait pas et ne s'énervait pas. Il était froid, calculateur, comme s'il exécutait une ordonnance du tribunal. Personne n'a tenté de l'arrêter. Cela semblait être la bonne chose à faire. Au même moment, d'autres soldats exécutaient des prisonniers allemands sans se concerter. Le sergent Daniel Murphy dirigeait un peloton d'exécution qui abattit 6 gardes contre un mur. Le caporal Frank Towers utilisa une BAR pour abattre 3 Allemands fuyant parmi des travailleurs civils. Ces actes, commis par des soldats de différentes unités sans coordination, créèrent un précédent qui allait rapidement se propager. Cette découverte avait temporairement suspendu le code militaire conventionnel, le remplaçant par une justice sommaire qu'il considérait comme moralement justifiée. Le major George Stevens arrive 1 heure après la découverte.
Il trouva ses troupes dans un état d'agitation inédit en combat régulier. Son rapport à l'état-major mentionna un effondrement temporaire mais complet de la discipline traditionnelle, remplacé par un code moral improvisé. Les photographies du signal-corps ont documenté chaque voiture à titre de preuve à Nuremberg. Mais elles n'ont pas réussi à saisir l'impact psychologique sur ceux qui ont ouvert les portes, respiré l'air chargé de mort et touché les preuves d'une extermination systématique. Le colonel Sparks comprenait qu'il faisait face à une situation sans précédent. Dans son rapport au colonel Desiderio, il écrivait « La situation a évolué au-delà des paramètres opérationnels habituels. J'ai besoin de directives urgentes sur la gestion du personnel ennemi dans le contexte de crimes de masse apparents. » La réponse est arrivée 4 heures plus tard, alors que les événements avaient déjà pris une tournure irréversible. Cette découverte avait transformé ce qui aurait dû être une simple publication en une prise de conscience sans précédent. Reddition sans commandement, la chute chaotique du dernier bastion SS. L'approche de Dachau ne respecta aucun protocole militaire. Il n'y eut ni reconnaissance d'artillerie, ni bombardement d'atténuation, ni négociation formelle. Les troupes naviguèrent dans une situation chaotique qui rendait difficile de déterminer qui détenait l'autorité légitime et qui représentait une menace réelle. La chaîne de commandement allemande s'était désintégrée quelques jours plus tôt. Le SS Obersturmbannführer Eduard Weiter, commandant depuis 1942, avait abandonné son poste le 26 avril sans donner d'ordre d'urgence. Il avait chargé ses affaires dans un véhicule réquisitionné et s'était dirigé vers l'Autriche, où il serait exécuté par ses collègues SS qui le considéraient comme un déserteur. Leur évasion laissa Dachau sans autorité reconnue. La responsabilité en incomba à Heinrich Wicker, un SS Untersturmführer de 23 ans, équivalent à un sous-lieutenant. Il était arrivé 2 semaines plus tôt, transféré d'une unité décimée du front occidental. Sa connaissance du camp était superficielle et son autorité sur le personnel vétéran était douteuse. Wicker n'était pas le seul officier présent, mais il était le plus haut gradé, prêt à assumer ses responsabilités. Le SS Hauptsturmführer Klaus Bergen avait choisi de retirer son uniforme et de se mêler aux prisonniers. Le SS Oberscharführer Maximilian Weber s'était enfui, emportant avec lui les dossiers les plus compromettants. La situation se compliqua avec l'arrivée de Victor Maurer, délégué du Comité international de la Croix-Rouge, qui avait franchi les lignes allemandes le 28 avril avec des documents diplomatiques suisses. Maurer, avocat spécialisé en droit humanitaire, avait été envoyé pour faciliter la transition des camps bavarois vers les autorités alliées. À Wicker, Maurer trouva un officier accablé par des responsabilités dépassant sa formation. Pendant 3 heures, dans la nuit du 28 avril, il le persuada de renoncer à exécuter les ordres de la Sonderbehandlung de Munich. Ces directives codées exigeaient l'élimination systématique de tous les prisonniers témoins et la destruction des preuves documentaires. La proposition de reddition se concrétisa lorsque Maurer et Wicker sortirent avec un drapeau blanc confectionné à partir de draps d'hôpital. Leur rencontre avec les troupes américaines eut lieu à 11h30 le 29 avril, à 75 mètres de la porte principale. Le général de brigade Henning Linden, commandant adjoint de la 42e division, inspectait les positions avancées lorsqu'il fut informé par les négociateurs allemands. Sa rencontre avec Wicker et Maurer fut improvisée et dépourvue de formalités. Il n'y avait pas d'interprète militaire. Les communications se déroulèrent dans l'anglais rudimentaire de Wicker et dans le français courant de Maurer. Linden accepta la reddition sans directive spécifique de la 7e armée. Les manuels couvraient les installations militaires conventionnelles, mais aucun protocole n'existait pour le fonctionnement des camps de concentration. Sa décision était pragmatique, accepter une capitulation immédiate pour éviter une résistance prolongée. Cependant, la reddition manquait d'éléments juridiques fondamentaux. Aucun procès-verbal officiel ne fut rédigé. Aucune condition n'était fixée concernant le traitement des prisonniers. Aucune délimitation des responsabilités entre les forces d'occupation et le personnel allemand n'était établie. Aucune procédure de désarmement ou de transfert d'autorité n'était définie. Plus problématique encore, la reddition ne s'étendait pas à toutes les forces allemandes. Pendant que Wicker négociait, environ 560 SS restaient dispersés. Nombre d'entre eux conservaient armes et munitions.
D'autres occupaient des tours défensives sans ordre clair. Un groupe important avait opté pour des stratégies de survie individuelle. Certains abandonnèrent leurs uniformes distinctifs pour des vêtements civils. D'autres tentèrent de se fondre parmi les prisonniers libérés, espérant passer inaperçus lors de la confusion initiale. Cette fragmentation créait une dangereuse ambiguïté tactique. Les Américains ne pouvaient déterminer qui avait participé à la reddition et qui représentait une menace. L'absence de marquages uniformes rendait impossible la distinction entre les soldats qui s'étaient rendus, les combattants déguisés et les collaborateurs en fuite. Les premiers rapports faisaient état de tirs sporadiques, sans qu'il soit possible de déterminer s'il s'agissait d'une résistance organisée, de gestes désespérés de gardes isolés ou d'exécutions de prisonniers pour éliminer les témoins. Cette incertitude a accru la tension parmi les troupes qui avançaient sous le prétexte d'une reddition incomplète. L'avertissement de Maurer concernant les « éléments armés incontrôlés » a amplifié cette perception. Ses propos exacts, rapportés par Linden, étaient « Je ne peux garantir le contrôle de tous les gardes. Certains groupes peuvent résister, quels que soient les ordres. » Les documents retrouvés confirmèrent ces inquiétudes. Des ordres datés du 24 au 27 avril prescrivèrent des procédures de nettoyage final, évacuation des prisonniers malades, destruction des archives, préparation des positions défensives. Une autre directive du SS-Gruppenführer Richard Glucks autorisait des mesures extrêmes pour empêcher que les installations ne tombent intactes aux mains de l'ennemi. Une note du 27 avril, particulièrement inquiétante, divisait le personnel en 3 catégories: essentiel pour l'évacuation vers l'Autriche, sacrifiable, susceptible de se rendre, et compromis, destiné à être éliminé pour éviter de témoigner. Cette classification suggérait des plans d'assassinat ciblés, indépendamment de toute reddition. La complexité de la situation devint évidente lorsque, quelques heures après la reddition, les incidents armés se poursuivirent. Les gardes postés dans les tours tirèrent sur les prisonniers qui s'approchaient des barbelés, exécutant des ordres préalables sans avoir connaissance de la reddition. Des SS sortirent de bunkers souterrains armés d'armes automatiques, provoquant de brefs affrontements avec les patrouilles américaines. Ces épisodes ont confirmé l'idée que la reddition avait été incomplète, frauduleuse ou ignorée par une partie importante du personnel allemand. Cette perception justifiait des actions violentes contre des prisonniers allemands qui auraient pu être protégés par la reddition. L'absence d'une chaîne de commandement unifiée signifiait qu'il n'existait aucun interlocuteur valable pour établir des règles concernant le traitement des prisonniers. Lors d'une reddition conventionnelle, l'officier le plus haut gradé assumait la responsabilité de ses subordonnés et négociait les conditions de captivité. À Dachau, cette fonction n'existait pas. En conséquence, chaque unité américaine devait improviser ses décisions quant au traitement du personnel allemand rencontré. Sans directive claire et sans protocole pour la libération des camps de concentration, l'interprétation de la protection des prisonniers de guerre était laissée aux soldats qui subissaient l'impact des wagons de cadavres. Dachau en flammes, la cour où tout s'est brisé. Le 29 avril à 14h45, dans une enceinte rectangulaire appelée le dépôt de charbon, eut lieu l'épisode le plus documenté de la libération, l'exécution massive de prisonniers allemands détenus par les Américains. Cet épisode est remarquable par la présence directe d'un officier supérieur, l'intervention immédiate pour mettre fin au massacre et une documentation détaillée. Le dépôt de charbon était une enceinte de 40 mètres sur 20 située derrière le camp principal, à côté des bâtiments administratifs SS. Ses murs de briques de 3 mètres de haut et son accès contrôlé unique en faisaient un espace idéal pour le confinement temporaire des prisonniers pendant leur traitement. Il servait à l'origine à stocker le combustible des chaudières qui chauffaient les bureaux allemands. Le colonel Felix Sparks, commandant du 157e régiment et vétéran de Sicile et d'Anzio, avait désigné cette zone comme point de rassemblement pour les gardes SS capturés pendant les 3 premières heures. Sa décision reflétait les procédures tactiques habituelles: séparer les prisonniers en fonction du danger perçu, les garder sous surveillance armée et les traiter une fois la situation stabilisée. Au cours de la matinée, une 50aine d'hommes avaient été conduits dans l'enceinte. Leur composition reflétait la confusion identitaire qui avait suivi la reddition. 18 portaient des uniformes SS noirs, 15 des uniformes de la Wehrmacht sans signe distinctif,
12 des combinaisons militaro-civiles suggérant un camouflage et 5 des vêtements entièrement civils. Pour protéger le groupe, Sparks a assigné le lieutenant William Walsh, un officier de West Point avec un dossier impeccable, accompagné de 8 soldats expérimentés de la compagnie E. Par mesure de sécurité, une mitrailleuse Browning M1919A4 a été montée dans une position de commandement, actionnée par le soldat Richard Birdeye, Paluche, âgé de 19 ans, qui n'avait aucune expérience préalable dans le traitement des prisonniers. La mitrailleuse était positionnée sur un monticule offrant une vue panoramique sur le complexe. Sa présence répondait à des instructions manuelles exigeant une capacité de suppression automatique pour la protection de grands groupes. Paluche avait reçu l'ordre de tenir l'arme prête, mais de ne tirer qu'avec une autorisation expresse ou si les prisonniers manifestaient une résistance manifeste. Avant de partir pour une urgence médicale où des prisonniers libérés avaient besoin d'être soignés pour hypothermie, Sparks donna des instructions explicites. Ces mots exacts, consignés dans de nombreux témoignages, furent « Ces hommes sont des prisonniers de guerre sous la protection de Genève, peu importe ce qu'ils ont fait auparavant. Tout mauvais traitement sera puni conformément au code militaire. » Les événements se sont déroulés 15 minutes après leur départ. Selon le caporal Henry Wells, témoin à moins de 10 mètres de là, plusieurs prisonniers ont commencé à manifester une agitation croissante. Certains se sont redressés. D'autres ont échangé des paroles en allemand à voix haute, et quelques-uns ont regardé vers les sorties, envisageant de s'échapper. La tension monta lorsque le SS-Unterscharführer Klaus Detmer, identifié plus tard grâce à des documents sur son uniforme, se leva, violant ainsi l'ordre de rester assis. Selon Wells, Detmer prononça une phrase en allemand qui ressemblait à une instruction. Immédiatement, 4 autres prisonniers commencèrent à se lever, créant un schéma suggérant une coordination préalable. À ce moment critique, le déclencheur se produisit. Un coup de feu retentit depuis la tour nord-ouest à 200 mètres de la cour. L'origine du coup ne fut jamais déterminée. Il aurait pu s'agir d'un garde allemand sans ordre de reddition, d'un tireur d'élite américain frappant une cible non identifiée, ou de la détonation accidentelle de munitions abandonnées. Paluche, inexpérimenté dans les situations tendues impliquant des prisonniers et incapable de distinguer les mouvements menaçants réels des signes normaux d'anxiété, interpréta la combinaison des mouvements allemands et des tirs extérieurs comme une tentative d'évasion coordonnée ou une rébellion. Sans demander l'autorisation à Walsh, qui se trouvait à l'autre bout du groupe pour superviser les autres gardes, et sans donner aucun avertissement, il ouvrit immédiatement le feu. La première rafale de balles de calibre .36 fusa vers le centre du groupe, touchant d'abord Detmer et les 4 hommes qui s'étaient relevés. L'impact les fit tomber instantanément, mais leurs chutes et leurs cris semèrent à la panique générale. Certains tentèrent de se réfugier dans les coins, d'autres se jetèrent à terre, cherchant un abri inexistant. Ces manœuvres défensives ont alimenté la perception erronée de Paluche, qui pensait qu'une tentative d'évasion massive était en cours, nécessitant une répression avec une force létale maximale. Il a continué à tirer systématiquement, ratissant la zone de rafale soutenue qui vidait cassette après cassette. Selon les témoignages, le jeune homme semblait déconnecté de la réalité, pris dans une spirale de violence qui avait perdu tout contact avec toute menace réelle. Walsh, posté à l'angle sud-est lorsque la fusillade a commencé, n'est pas intervenu immédiatement. Son inaction fera l'objet d'une analyse ultérieure, mais les témoignages suggèrent qu'il a été paralysé pendant quelques secondes avant de comprendre la situation. Lorsqu'il a réagi, il a crié l'ordre de cesser le feu, mais Paluche n'a pas obtempéré. Le bruit continu des tirs du M1919A4 alerta immédiatement Sparks, qui se trouvait à 300 mètres de là et supervisait les opérations médicales. La cadence caractéristique des tirs automatiques soutenus, distincte des tirs sporadiques qui avaient caractérisé la matinée, indiquait un combat intense nécessitant une intervention immédiate. Sparks abandonna ses activités et courut dans la cour, arrivant 3 minutes après le début des tirs. La scène dépassait tout ce qu'il avait pu rencontrer en 3 ans de combat. Paluche continuait de tirer sur les corps à terre tout en hurlant de manière incohérente, dans un effondrement psychologique total qui l'avait privé de toute réflexion rationnelle. L'intervention de Sparks fut immédiate et physique.
Il se jeta sur Paluch, le repoussa violemment d'un coup de pied, le projetant au sol, et débrancha manuellement le mécanisme d'alimentation pour cesser définitivement le feu. Son action évita un massacre majeur, bien qu'il soit arrivé trop tard pour la plupart des victimes. Résultat, 12 gardes allemands tués sur le coup par de multiples balles, 17 blessés à des degrés divers. Plusieurs allaient ensuite agoniser pendant des heures. La scène offrait un carnage choquant, quel que soit le contexte, mais elle était particulièrement troublante lorsqu'il s'agissait de prisonniers en détention provisoire. La réaction de Sparks fut immédiate et protocolaire. Il ordonna des soins médicaux urgents pour tous les blessés, isola Paluch pour une évaluation psychiatrique, releva temporairement Walsh en attendant l'enquête et rédigea un rapport détaillé qui n'omettait aucun aspect compromettant. Sa classification officielle était claire. Usage non autorisé de la force létale contre des prisonniers non combattants détenus par l'armée américaine, reconnaissant ouvertement une violation du droit militaire international. L'examen médical de Paluch a révélé une fatigue extrême accompagnée d'un choc psychologique aigu. Les spécialistes ont déterminé que son exposition antérieure à des atrocités avait provoqué une déstabilisation mentale qui s'était manifestée sous la pression. Cette évaluation s'avérerait cruciale pour éviter des poursuites judiciaires. Le général Charles Banfield a reçu un rapport complet. Son évaluation était pragmatique. Il s'agissait d'un acte isolé, imprévu, contraire aux ordres établis et stoppé par l'intervention du commandement. Cette caractérisation a permis de qualifier l'incident de incident de sécurité plutôt que de violation systématique. Ce qui distingue cet épisode, c'est précisément la présence du commandant et son intervention pour l'arrêter. Sparks n'a pas étouffé l'incident. Il l'a honnêtement signalé comme une transgression qu'il avait lui-même arrêtée. La revanche des affranchis quand les capots furent jugés. Tandis que les soldats exerçaient des représailles contre les gardes allemands, une autre forme de justice sommaire se déroulait dans les casernes. Les prisonniers libérés entamaient leur compte avec les capos, ces prisonniers choisis par les SS pour exercer un contrôle interne sur les autres détenus. Les capos représentaient une perversion du système concentrationnaire. C'étaient des prisonniers sélectionnés pour exercer des fonctions administratives, de contrôle et de répression sur la population générale. En échange du maintien d'un ordre strict, de l'organisation du travail forcé, de la distribution des rations et de la participation aux sélections pour les expériences ou les exécutions, ils bénéficiaient de privilèges qui faisaient la différence entre la survie et la mort. Rations supplémentaires, vêtements en meilleure conservation, accès occasionnel aux installations sanitaires, logements moins surpeuplés et meilleures chances de survie. La plupart d'entre eux étaient passés du statut de victime à celui de bourreau au fil des années d'adaptation. Ce processus, initialement motivé par un besoin fondamental de survie, s'était ensuite transformé en identification psychologique à leurs oppresseurs, ce qui leur avait permis d'exercer une violence extrême contre leurs compagnons d'infortune. Nombre d'entre eux avaient développé un sadisme personnel surpassant la violence la plus froide des gardes allemands. Franz Koziel, le capot de la caserne 15 et responsable de la sélection des prisonniers pour les expériences d'hypothermie, avait mis au point un système de torture consistant à priver les prisonniers faibles de couverture pendant les nuits d'hiver et à les forcer à dormir nus sur le sol gelé jusqu'à ce qu'ils demandent à être inscrits sur des listes de volontaires pour les expériences. Sa méthode garantissait un approvisionnement constant de sujets d'expérience. Stanisław Grzesiuk, le capot polonais du détachement du crématorium, avait transformé la distribution des rations en un système d'extorsion sexuelle où les prisonnières étaient contraintes de se soumettre à ses exigences afin de recevoir suffisamment de nourriture pour maintenir leurs enfants en vie. Celles qui refusaient voyaient leurs rations réduites à des niveaux qui garantissaient la mort par inanition. Avec l'arrivée des Alliés, les capots devinrent des cibles plus vulnérables dans le camp libéré. Contrairement aux gardes allemands, qui pouvaient tenter de fuir ou de se rendre aux autorités américaines, les capots restèrent piégés parmi des prisonniers qui connaissaient parfaitement leurs crimes. L'identification fut instantanée et effectuée avec une précision reflétant des années d'observation motivées par la survie. Les prisonniers se souvenaient parfaitement de l'individu qui avait sélectionné des membres de sa famille, de celui qui avait volé des médicaments destinés aux malades en phase terminale,
de celui qui avait violé des femmes en échange de protection, de celui qui avait battu à mort des enfants pour des infractions mineures. Le premier incident documenté s'est produit dans la caserne 7 à 13h20. 8 prisonniers hongrois ont identifié József Vamos, le capot chargé de la distribution de l'eau potable. Il avait vendu l'accès à l'eau potable contre des objets de valeur pendant 2 ans, condamnant à la mort par déshydratation ceux qui ne pouvaient pas payer. Les Hongrois l'ont traîné jusqu'aux latrines communes où il a été submergé d'excréments jusqu'à suffoquer. Simultanément, dans la baraque 12, des survivants juifs de Thessalonique exécutèrent Dimitrios Papadopoulos, un capot grec qui avait contribué à la sélection de plus de 300 de ses compatriotes pour le transport à Auschwitz. Ils utilisèrent des cordes récupérées sur des matelas pour l'étrangler lentement, prolongeant son agonie pendant 20 minutes, tout en lui rappelant le nom de chaque victime. Dans la section des femmes, les prisonnières polonaises ont retrouvé Irena Kowalska, la capot qui dirigeait le bordel clandestin où les SS forçaient certaines femmes à se prostituer. Kowalska avait mis au point un système lui permettant de dénoncer les femmes qui tentaient de se suicider pour échapper à la prostitution forcée, garantissant ainsi une exécution publique en guise d'avertissement. Les femmes polonaises l'ont écorchée vive avec des éclats de verre, reproduisant ainsi les méthodes de torture qu'elle avait suggérées aux gardes allemands. Le sergent Peter Gallary, du 222e régiment, a consigné dans son journal les exécutions dont il a été témoin pendant son service. Son journal du 29 avril décrit la mort d'Anton Müller, le capot autrichien responsable de l'hôpital qui avait participé au meurtre de plus de 500 prisonniers par injection mortelle de phénol sous couvert de soins médicaux. Müller fut capturé par des médecins prisonniers ayant survécu à ces sélections. Ils le conduisirent au bloc opératoire où ils l'immobilisèrent sur la table d'opération avec les mêmes sangles qu'il utilisait pour immobiliser ses victimes. Ils procédèrent alors, sans anesthésie, aux mêmes expériences d'amputation progressive qu'il avait menées pendant des mois sur des prisonniers conscients, documentant chaque phase avec le même sadisme scientifique qui caractérisait son travail. Le capitaine médical Marcus Smith a recensé au moins 17 corps portant des traces de torture prolongées, tous identifiés comme capos en raison de leur cruauté particulière. Les méthodes variaient selon la spécialité criminelle. Ceux qui administraient des poisons étaient empoisonnés, ceux qui pratiquaient l'étranglement étaient étranglés, et ceux qui frappaient systématiquement étaient battus à mort. La violence transcendait la vengeance pour devenir une justice symbolique ritualisée. Chaque exécution reproduisait précisément les méthodes employées par le capot contre d'autres prisonniers, créant une symétrie morale que les survivants considéraient comme essentielle au rétablissement de l'équilibre rompu par des années d'inversion des rapports de force naturels. La réponse américaine fut une inaction délibérée. Des soldats formés au traitement approprié des prisonniers et à la protection des civils ont assisté à de multiples exécutions sans tenter de les arrêter, de les documenter ou de les signaler. Cette inaction n'était pas le fruit de l'ignorance, mais d'une décision consciente et moralement calculée. Les soldats comprenaient qu'une justice légitime existait, transcendant les considérations juridiques formelles du droit militaire. Ils avaient été témoins du système d'horreur à l'œuvre. Ils pouvaient identifier les victimes et les auteurs. Ils reconnaissaient qu'intervenir pour protéger les collaborateurs aurait constitué une seconde victimisation pour ceux qui avaient déjà subi des années de torture systématique. Le lieutenant Jack Hallowell a fourni un témoignage révélateur sur cette collaboration tacite. Dans l'après-midi du 29 avril, un prisonnier néerlandais se présentant comme le docteur Willem van der Berg s'est approché et a demandé une arme pour se protéger des gardes allemands qui pourraient rester cachés. Hallowell, sans enquêter sur ses véritables intentions ni le consulter sur le protocole à suivre, lui remit un Luger confisqué. Quelques heures plus tard, il apprit que van der Berg avait utilisé cette arme pour localiser et exécuter 3 capots médicaux. Heinrich Stolz, chargé de sélectionner les patients à euthanasier, Rudolf Kemper, qui avait extrait l'or dentaire de prisonniers vivants, et Klaus Weber, qui administrait des injections mortelles à des enfants. La stratégie de van der Berg reflétait une sophistication qui transcendait la vengeance impulsive. Il avait traqué chaque capot individuellement, leur avait présenté des listes précises de victimes identifiées par leur nom et les avait exécutées selon les mêmes méthodes qu'eux. Cette dynamique s'étendait aux jeunes gardes allemands qui tentaient de se fondre parmi les prisonniers libérés.
Certains avaient abandonné leurs uniformes distinctifs pour adopter les vêtements des prisonniers décédés, mais les souvenirs des survivants étaient remarquablement précis. Dans la zone du crématorium, des prisonniers soviétiques ont identifié Wilhelm Brenner, l'Unterscharführer chargé de superviser l'exécution des prisonniers russes par balle dans la nuque. Brenner avait revêtu un uniforme rayé et s'était fondu parmi les prisonniers libérés, mais il a été reconnu par Ivan Petrov, un survivant qui avait assisté à l'exécution de son frère sur ordre direct de Brenner. Les Soviétiques conduisirent Brenner au crématorium principal, encore chaud après les opérations du matin, et le déposèrent vivant dans la chambre de combustion. Ses cris furent audibles pendant plusieurs minutes. Les prisonniers estimèrent que cela était approprié, car Brenner avait ordonné que les prisonniers blessés qui respiraient encore soient brûlés vifs à leur arrivée au crématorium. Les soldats ont justifié leur non-intervention par des arguments qui révélaient une compréhension morale sophistiquée. Les prisonniers avaient un droit moral légitime à régler leurs comptes avec leurs tortionnaires. Tout système judiciaire formel serait inadéquat pour punir des crimes d'une telle ampleur. Mettre un terme aux représailles aurait signifié protéger les auteurs évidents d'atrocités. Le colonel Sparks adopte une position différente concernant les exécutions de prisonniers, contrastant avec son intervention pour faire cesser les tirs dans la cour. Il reconnut avoir été témoin de plusieurs incidents sans intervenir, expliquant « Il n'existait aucun cadre moral adéquat pour protéger ceux qui avaient volontairement et systématiquement participé à l'administration de cet enfer organisé. » L'ampleur de ces représailles n'a jamais été officiellement consignée. Des estimations ultérieures suggèrent qu'entre 40 et 70 capots furent exécutés au cours des premières 24 heures. À cela s'ajoutèrent une vingtaine de gardes allemands de moindre importance, identifiés alors qu'ils tentaient de s'échapper en se mêlant aux prisonniers libérés. Les rapports officiels se concentraient sur des aspects opérationnels pertinents, le nombre de prisonniers libérés et leur état de santé, l'organisation des soins médicaux d'urgence, la documentation des installations pour les futures procédures judiciaires et la mise en œuvre des mesures de santé publique visant à prévenir les épidémies. Les décès de capos et de gardes subalternes étaient systématiquement omis, les classant comme des affaires internes ne nécessitant pas d'intervention militaire. Ce manque de documentation a compliqué la reconstruction historiographique. Seuls des témoignages personnels, des journaux intimes et des entretiens ultérieurs ont permis d'établir que les exécutions de collaborateurs ont représenté une dimension significative de la violence lors de la libération. Le jugement a révélé une forme de justice fonctionnant selon des codes moraux élaborés au sein même du système concentrationnaire. Pour ceux qui avaient vécu des années de dégradation et de terreur, la possibilité d'inverser les rapports de force représentait non seulement une revanche, mais aussi une réaffirmation fondamentale de leur humanité retrouvée. Le silence dans les hautes sphères, l'ordre de se taire. Les violents événements de Dachau furent portés à la connaissance des dirigeants de l'armée américaine dans les 6 heures. Des rapports détaillés sur les exécutions sommaires, incluant des estimations des victimes et des descriptions des méthodes employées, parvinrent à la 7e armée avant minuit le 29 avril. Eisenhower fut informé par des canaux confidentiels. Malgré une documentation détaillée, des témoignages directs d'officiers présents et des photographies montrant des preuves évidentes, le haut commandement a pris une décision institutionnelle consciente, ne pas ouvrir de poursuites judiciaires contre les responsables, pas même d'enquête préliminaire qui pourrait établir la responsabilité individuelle. Cette décision n'est pas le fruit de l'ignorance ou de la négligence, mais d'un processus complexe de considération stratégique impliquant des facteurs juridiques, politiques, diplomatiques et symboliques d'une grande complexité internationale. Le premier rapport d'Eisenhower au comité des chefs d'état-major interarmés à Washington, transmis à 8 heures le 30 avril, utilisait un langage délibérément ambigu qui allait devenir la norme. Son télégramme, classifié « confidentiel, diffusion limitée », indiquait que les forces avaient libéré avec succès et achevé le nettoyage opérationnel du camp de Dachau, où environ 32 prisonniers avaient été libérés et 300 gardes SS avaient été rapidement neutralisés lors des opérations de sécurisation. Le terme « neutralisé » permettait de multiples interprétations,
capture réussie, perte légitime lors de combats contre la résistance ou exécution sommaire, sans préciser les circonstances réelles. Cette formulation satisfaisait à l'obligation réglementaire de signaler les faits pertinents, tout en évitant de créer des problèmes susceptibles de compliquer d'autres opérations ou de compromettre la réputation morale des États-Unis. Parallèlement, Eisenhower ordonna une documentation exhaustive des conditions constatées. Les équipes du Signal Corps reçurent l'ordre explicite d'enregistrer chaque aspect du complexe. Crématoires en fonctionnement avec des restes partiellement calcinés, wagons contenant des corps, installations d'expérimentation médicale, baraquements remplis de prisonniers mourants et dossiers documentant le caractère systématique du génocide. Des délégations du Congrès furent dépêchées en urgence sur des vols militaires pour constater les preuves. Les journalistes accrédités bénéficièrent d'un accès illimité et de moyens de transmission accélérés. Cette concentration des ressources sur la documentation des horreurs nazies établit des priorités. Concentrer toute l'attention sur les crimes ennemis et non sur d'éventuelles violations commises par les troupes de libération. Il s'agissait d'une stratégie de contrôle narratif qui anticipait les débats futurs sur la légitimité morale des Alliés à juger les criminels nazis devant des tribunaux internationaux. Toute reconnaissance d'exécution sommaire par des soldats américains pouvait être exploitée par les avocats de la défense à Nuremberg pour plaider l'équivalence morale, compromettant ainsi le fondement juridique de l'ensemble du système judiciaire d'après-guerre. Le général Alexander Patch, commandant de la 7e armée, reçut du colonel Sparks des rapports détaillés sur la fusillade dans la cour et d'autres incidents. Son évaluation, dans un mémorandum confidentiel adressé au général Patton le 3 mai, indiquait que, bien que des violations du droit militaire aient techniquement été commises, des circonstances opérationnelles et psychologiques extraordinaires rendaient inappropriée toute procédure judiciaire susceptible de créer des précédents problématiques. Patch soutenait que poursuivre des soldats pour des actes commis après la découverte du génocide créerait un dangereux précédent exploitable par la propagande ennemie, compromettant la moralité des Alliés et sapant l'autorité américaine à mener la dénazification en Allemagne occupée. Plus stratégiquement, cela compromettrait l'autorité morale nécessaire à Nuremberg, déjà prévue comme fondement juridique de la paix d'après-guerre. Patton, connu pour son style direct et sa conception singulière de la justice militaire, a soutenu cette appréciation et fourni des arguments supplémentaires. Son raisonnement, exprimé dans des communications confidentielles, combinait des considérations pratiques avec des convictions sur la conduite de la guerre et la moralité du combat. Patton pensait que les gardiens des camps de concentration avaient automatiquement perdu la protection accordée par Genève en participant à des crimes de masse contre des civils, arguant qu'ils avaient cessé d'être des combattants légitimes et étaient devenus des criminels de droit commun qui ne méritaient pas la considération normalement accordée aux prisonniers ordinaires. L'analyse juridique la plus influente est celle du colonel Leon Jaworski, conseiller juridique de la 7e armée et futur procureur du Watergate. Dans une note confidentielle de 23 pages datée du 15 juin, Jaworski analysait toutes les implications juridiques et les précédents judiciaires liés aux poursuites judiciaires contre des soldats pour des événements spécifiques survenus à Dachau. Jaworski a reconnu que les exécutions de prisonniers rendues constituaient des violations des lois de la guerre en vertu des conventions de La Haye et de Genève, mais a soutenu que la justice et l'équité n'exigent pas d'entreprendre la tâche extrêmement difficile et peut-être impossible de déterminer la responsabilité individuelle dans ces circonstances historiquement uniques qui transcendent tout précédent juridique connu. Son analyse a souligné l'absence de précédents permettant d'évaluer les réactions militaires à la découverte directe de camps d'extermination en activité. Les codes militaires existants, élaborés pour les combats conventionnels entre armées régulières, n'envisageaient pas les scénarios où des soldats professionnels seraient soudainement confrontés à des preuves de génocide systématique opérant avec une efficacité industrielle. Le mémo établissait des circonstances atténuantes spécifiques. L'absence de reddition formellement reconnue, créant une ambiguïté sur le statut juridique des personnes capturées. La présence persistante d'éléments allemands armés, maintenant des conditions de combat actives, l'impact psychologique immédiat des découvertes, dépassant la préparation militaire conventionnelle, l'absence de préméditation,
distinguant les actes des crimes calculés, et l'intervention directe d'officiers supérieurs pour arrêter les exécutions, démontrant qu'elles ne constituèrent pas une politique officielle. Aucune de ces deux décisions ne justifiait techniquement les exécutions d'un point de vue purement juridique, mais elles fournissaient un contexte qui rendait moralement compréhensible et administrativement justifiable la décision de ne pas poursuivre les soldats qui avaient agi sous des pressions extraordinaires sans précédent historique. Cette position a été cristallisée dans une directive de l'état-major interarmé du 20 juin établissant tous les événements comme administrativement clos, sans procédure judiciaire, enquête criminelle ou examen disciplinaire susceptible de créer des dossiers compromettants pour une utilisation future par les ennemis des États-Unis. Cette décision a été communiquée discrètement par des canaux confidentiels, sans annonce publique ni déclaration à la presse. L'objectif était de maintenir une ambiguïté contrôlée permettant une certaine flexibilité en fonction des besoins futurs de la politique étrangère. La terminologie adoptée dans les documents officiels reflétait cette politique d'ambiguïté contrôlée. Les rapports de la 7e armée, les rapports au Pentagone et les documents administratifs classaient les incidents selon des formulations neutres, usage non autorisé de la force lors d'opérations de sécurité, neutralisation d'éléments hostiles dans des circonstances exceptionnelles, incidents de contrôle lors d'opérations de sécurité objective, situations inhabituelles résolues sur le terrain. Ces formulations évitaient des termes compromettants tels que exécution, massacre, crime de guerre ou violation des conventions, qui auraient pu être utilisés par des avocats, des journalistes ou des gouvernements étrangers pour remettre en question l'autorité morale américaine dans les affaires internationales d'après-guerre. Les soldats impliqués ont été traités avec discrétion administrative. Le mitrailleur de la cour a été déclaré inapte au combat et transféré pour évaluation psychiatrique sans inculpation. Walsh a été réaffecté à des fonctions administratives loin du front, conservant son grade sans procédure disciplinaire visible. D'autres ont été transférés sans que des sanctions ne figurent dans leur dossier. Cette approche permettait une reconnaissance implicite des violations sans générer de documentation problématique pour de futures enquêtes ou procédures connexes. Les soldats étaient soustraits à des situations où ils risquaient de récidiver, mais sans procédure susceptible d'établir une jurisprudence ou de générer des documents utilisables par les avocats de la défense des criminels nazis. Spark a non seulement évité toute sanction disciplinaire, mais a par la suite été promu. Son intervention pour arrêter la fusillade a été interprétée comme un leadership responsable dans des circonstances extrêmes. Son rapport, tout en reconnaissant les manquements à la discipline, a souligné leur caractère imprévu et son intervention pour les limiter. La politique du silence a perduré pendant des décennies. Lorsque des journalistes se sont enquis d'éventuelles exécutions sommaires à Dachau, la réponse officielle du ministère de la Défense a été que « il n'existe aucun document attestant d'incidents de cette nature ». Cette position a perduré jusqu'en 1989. Année où Sparks a fait la première reconnaissance officielle lors d'une interview accordée au Centre d'histoire militaire de l'armée. La déclassification des documents en 1995, lors du 50e anniversaire de la Libération, a confirmé que le haut commandement était au courant dès le départ et avait délibérément choisi de ne pas agir. Des notes de Patch, de Jaworski et d'autres officiers ont révélé le processus délibératif qui a conduit à la fermeture administrative. Contrairement à d'autres massacres, comme celui de Biscari en Sicile, où des soldats américains furent poursuivis pour avoir exécuté des prisonniers italiens et allemands, celui de Dachau fut traité comme une situation unique nécessitant une attention particulière. L'évaluation finale fut que poursuivre des soldats pour leur réaction à la découverte de camps d'extermination pouvait susciter des attentes irréalistes quant au comportement humain dans des conditions transcendant toute préparation militaire conventionnelle. Cette affaire a créé un précédent national sur la manière de traiter les infractions militaires commises dans des conditions psychologiques extrêmes, reflétant la reconnaissance que certaines situations peuvent briser même la discipline la plus rigoureuse, sans nécessairement constituer un échec institutionnel passible de poursuite. L'enfer fonctionnel Dachau avant l'arrivée des Alliés. Pour comprendre pourquoi des soldats formés au droit militaire ont exécuté des prisonniers qui se sont rendus, il est essentiel d'examiner ce qu'était Dachau au moment de sa libération.
Une machine de mort industrielle pleinement opérationnelle. Un complexe systématique conçu pour la déshumanisation, l'expérimentation médicale criminelle et l'extermination massive d'êtres humains selon les critères raciaux, politiques et eugéniques de l'État nazi. Dachau fut le premier camp de concentration officiel du Troisième Reich, établi le 22 mars 1933, 47 jours après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Heinrich Himmler, alors chef de la police de Munich et futur architecte du système concentrationnaire, annonça personnellement son ouverture, décrivant le site comme « le premier camp de concentration pour prisonniers politiques, conçu pour protéger la population allemande des éléments subversifs ». Initialement conçu comme un centre de détention temporaire pour les opposants directs, dirigeants communistes, dirigeants sociaux-démocrates, syndicalistes éminents et intellectuels critiques, sa fonction a évolué vers quelque chose de plus sinistre. Durant ces 12 années d'exploitation, il est devenu un laboratoire expérimental où les SS ont développé, perfectionné et systématisé des méthodes de contrôle psychologique, de torture scientifique et d'extermination efficaces qui seraient mises en œuvre dans l'ensemble du réseau concentrationnaire européen. Le camp servait de centre de formation pour les SS Totenkopfverband, unité des crânes morts, qui allèrent plus tard administrer Auschwitz, Treblinka, Sobibor et Bergen-Belsen. Les méthodes développées, des techniques d'humiliation psychologique aux procédures d'exécution de masse, étaient codifiées dans des manuels officiels diffusés dans tout le système comme normes opérationnelles. De 1933 à 1945, plus de 200 personnes étaient officiellement enregistrées comme prisonniers. Ce chiffre ne représente qu'une fraction de la population totale car il n'inclut pas les personnes exécutées immédiatement sans enregistrement, celles décédées pendant les transports, celles transférées pour exécution immédiate, ni les milliers de personnes ayant simplement disparu des registres sans explication. Le camp fonctionnait comme un complexe multifonctionnel, combinant prison politique, centre de travail forcé, centre d'expérimentation médicale criminelle et centre d'extermination de masse selon l'évolution des besoins du régime. Cette évolution reflétait la transformation du nazisme, passant d'un système autoritaire conventionnel à une machine génocidaire sans précédent. L'infrastructure reflétait son évolution vers la mort industrielle. Le crématorium d'origine, construit en 1940 pour faire face à l'augmentation spectaculaire de la mortalité, fut remplacé en 1942 par le Barracon X, une installation conçue par des ingénieurs spécialisés et comprenant 4 fours industriels de grande capacité, capables d'incinérer 150 corps par jour en fonctionnement continu 24 heures sur 24. Une chambre à gaz entièrement fonctionnelle fut construite à côté de ces fours, équipée d'un système de ventilation spécialisé et de mécanismes de fermeture hermétique. Bien que son utilisation systématique pour l'extermination de masse fasse toujours l'objet d'analyses historiques, il existe des preuves tangibles de son utilisation pour des exécutions ciblées et des expériences avec du Zyklon B sous surveillance médicale afin d'étudier les effets physiologiques de différentes concentrations chimiques. Les documents comptables retrouvés intacts ont révélé la dimension industrielle de l'extermination. En avril 1945, les archives ont recensé plus de 40 traitements, un euphémisme bureaucratique pour désigner les exécutions ou les morts cataloguées, avec des pics de 250 corps, traités quotidiennement durant la semaine précédant l'arrivée des Alliés. Ces chiffres reflétaient la mise en œuvre accélérée des ordres de nettoyage préventif émis par Munich pour éliminer les témoins avant leur arrestation inévitable. La terminologie utilisée Sonderbehandlung beschleunigen, accélérer le traitement spécial, et Spuren beseitigen, éliminer les traces, avait été élaborée pour camoufler linguistiquement la réalité des meurtres de masse. Lorsque les Américains entrèrent le 29 avril, ils découvrirent des crématoires en activité, conformément aux ordres reçus la veille. L'équipe technique, dirigée par Maximilian Grabner et son Sonderkommando, avait reçu pour instruction de maintenir l'incinération en continu jusqu'à l'arrivée des Alliés afin de détruire les preuves. Les fours fonctionnaient à pleine capacité, en équipe continue, traitant non seulement les corps des prisonniers récemment exécutés, mais aussi les cadavres exhumés et réincinérés dans les fosses communes creusées,
lorsque la capacité de crémation était insuffisante pour gérer le volume de morts produit par les politiques d'extermination accélérée mises en œuvre depuis janvier 1945. Le programme officiel d'expérimentation médicale sur des êtres vivants constituait une dimension inquiétante. Le hôpital de recherche était constitué d'une série de services spécialisés entièrement équipés d'instruments chirurgicaux de pointe où les procédures expérimentales étaient réalisées sans anesthésie, sans consentement et sans égard pour le bien-être des sujets utilisés comme matériel de laboratoire. Ces expériences n'étaient pas des initiatives marginales de médecins individuels, mais des programmes officiels coordonnés et financés par des instituts scientifiques prestigieux du Reich, des universités allemandes reconnues et des forces armées qui fournissaient un financement spécifique, du matériel importé et une supervision technique régulière par des professeurs d'université et des médecins militaires de haut rang. Les expériences d'hypothermie, dirigées par le docteur Sigmund Rascher sous la supervision de l'Institut de recherche médicale de la Luftwaffe et financées par le ministère de l'Air, ont systématiquement immergé des prisonniers sélectionnés dans des réservoirs d'eau glacée maintenus entre 2 et 12 degrés Celsius pour étudier les limites de résistance au froid extrême et développer des techniques de réanimation pour les pilotes abattus dans des conditions arctiques. Les sujets, sélectionnés parmi de jeunes prisonniers en bonne santé afin de garantir des résultats scientifiquement valides, étaient gardés jusqu'à l'inconscience ou le décès, tandis que les équipes médicales enregistraient leurs signes vitaux, leurs réactions physiologiques, leurs variations de température corporelle et leur durée de survie exacte. Les données étaient compilées statistiquement et transmises à l'Institut de la Luftwaffe pour le développement d'équipements de survie améliorés. Les expériences de pression atmosphérique ont utilisé des chambres de décompression construites selon les spécifications de l'industrie aéronautique pour simuler avec précision les conditions de haute altitude et le vide spatial. Les prisonniers ont été soumis à des pressions équivalentes à 20 0 jusqu'à ce qu'ils souffrent d'une grave embolie gazeuse, de convulsions et de mort par asphyxie, tandis que les effets physiologiques d'une dépressurisation rapide étaient étudiés. Les procédures ont été filmées en détail à l'aide d'équipements cinématographiques professionnels pour documenter les réactions physiologiques pendant l'agonie progressive, créant ainsi une archive visuelle qui a été conservée comme matériel de recherche et envoyée aux instituts de médecine aéronautique pour analyse par des médecins civils et militaires. Le programme de lutte contre le paludisme, dirigé par le Dr Klaus Schilling, avec l'autorisation du ministère de l'Intérieur et en collaboration avec l'Institut Robert Koch de Berlin, a délibérément infecté des prisonniers avec différentes souches de Plasmodium falciparum et vivax pour tester l'efficacité de traitements expérimentaux à base de quinine synthétique, d'atébrine et d'autres antipaludiques développés par l'industrie pharmaceutique allemande. Plus d'1 millier de prisonniers ont servi de sujet de recherche pendant plusieurs années. La plupart sont décédés de complications infectieuses ou des effets toxiques de traitements chimiques administrés sans tenir compte des effets létaux. Les résultats ont été publiés dans des revues médicales allemandes, contribuant ainsi à la connaissance scientifique. Des expériences de stérilisation de masse, coordonnées avec l'Institut d'anthropologie Kaiser Wilhelm, ont testé des méthodes de mise en œuvre de programmes eugéniques sur des populations conquises, jugées racialement inférieures. Des rayons X de haute intensité, des injections chimiques de nitrate d'argent et d'autres substances caustiques, ainsi que des procédures chirurgicales conçues pour une administration massive et rapide, ont été systématiquement utilisées pour développer des techniques applicables à des millions de personnes dans les territoires occupés. Les documents administratifs découverts comprenaient une correspondance régulière avec les autorités scientifiques de Berlin, des rapports techniques hebdomadaires sur les résultats avec une analyse statistique complète, des demandes bureaucratiques de ressources humaines supplémentaires pour les recherches prévues et des budgets détaillés pour les équipements importés des universités et hôpitaux allemands. Cette documentation a démontré que les expériences n'étaient pas des initiatives locales incontrôlées de médecins motivés par le sadisme, mais plutôt des composantes intégrales de programmes scientifiques coordonnés au niveau national, systématiquement financés par l'État nazi et supervisés académiquement par les institutions médicales les plus prestigieuses d'Allemagne.
Les morgues, examinées par les médecins militaires américains pendant des jours après la libération, contenaient des centaines de corps portant des preuves physiques évidentes d'expérimentation menées dans les heures et les jours précédant l'arrivée des Alliés. Amputation chirurgicale sans justification médicale, prélèvement systématique d'organes internes pour analyse, signes de dissection sur des sujets vivants, marques d'injection expérimentales multiples, procédures de stérilisation chirurgicale sans anesthésie. Certains cadavres portaient des numéros tatoués qui correspondaient exactement à des enregistrements expérimentaux spécifiques dans les dossiers médicaux retrouvés, permettant une identification précise des procédures effectuées sur chaque individu et des médecins responsables de leur exécution. Les conditions générales au moment de la libération étaient indescriptibles. Les baraquements, conçus pour héberger un maximum de 500 prisonniers dans des conditions spartiates mais habitables, abritait régulièrement jusqu'à 200-500 personnes dans une surpopulation qui éliminait toute possibilité de dignité, d'intimité et de survie saine. Les détenus dormaient soit entassés sur des couchettes en bois à 3 niveaux, sans matelas ni couverture, soit à même le sol en terre battue, sur des couches d'excréments, de vomissures, de sang séché et de déchets organiques accumulés depuis des mois sans possibilité de nettoyage. Le manque d'installations sanitaires, seulement 12 latrines pour plus de 30 détenus, avait transformé les baraquements en foyers de maladies et de mortalité, perpétués par une contagion constante. Le typhus épidémique s'est propagé sans contrôle au sein d'une population affaiblie par une malnutrition extrême. Des milliers de personnes présentaient des symptômes avancés, une fièvre constante supérieure à 40 degrés Celsius, un délire permanent les maintenant semi-conscientes, d'importantes éruptions cutanées recouvrant tout le corps et une déshydratation sévère, réduisant leur corps à l'état de squelette recouvert d'une peau translucide. La malnutrition était généralisée et avait atteint des niveaux que les médecins militaires décrivaient comme les plus extrêmes jamais recensés dans l'histoire médicale moderne. Les prisonniers avaient perdu entre 40% et 60% de leur poids normal au cours de périodes d'internement qui s'étalaient sur des années, réduisant les adultes normaux à des chiffres spectraux de moins de 40 kg. Nombre d'entre eux étaient affamés en phase terminale, incapables de se tenir debout, d'accomplir les fonctions corporelles de base ou de mâcher des aliments solides. Le capitaine médical Howard Wilsey a décrit les conditions dans un rapport qui allait devenir un document historique fondateur. Malnutrition généralisée avec œdème de famine évident dans 90% des cas examinés. Prévalence universelle des maladies infectieuses, typhus exanthématique, tuberculose pulmonaire, dysenterie chronique, pneumonie. Preuves abondantes de maltraitance physique systématique, multiples fractures mal cicatrisées, brûlures intentionnelles, mutilations chirurgicales sans justification médicale. Estimation prudente, 15 personnes nécessitent une hospitalisation immédiate pour survivre aux 72 prochaines heures. Les installations administratives ont révélé le caractère systématique du fonctionnement de l'institution en tant que centre d'extermination. Des dossiers organisés dans des bureaux spécialisés documentaient chaque aspect opérationnel avec une précision digne d'un comptable. Registre d'arrivée détaillé avec photographies et données biométriques, classification raciale basée sur des critères pseudo-scientifiques, affectation spécifique basée sur les compétences professionnelles antérieures, sélection périodique pour des expériences médicales avec justification scientifique et essais programmés avec date et méthode précises. Cette documentation a démontré que Dachau ne fonctionnait pas comme un centre de détention de fortune ou un camp géré de manière chaotique, mais plutôt comme une installation industrielle de traitement humain fonctionnant selon des procédures standardisées, des calendriers établis et des objectifs de productivité quantitatifs spécifiques mesurés en termes de décès traités efficacement. Les documents les plus troublants étaient des directives opérationnelles datées de quelques jours avant la libération. Un ordre spécifique, daté du 26 avril, ordonnait l'évacuation complète et le nettoyage final du complexe, utilisant des termes techniques que les analystes du renseignement ont identifiés comme des instructions codées visant à éliminer systématiquement tous les prisonniers témoins et à détruire les preuves documentaires compromettantes.
Une autre directive du 28 avril, signée par le SS-Gruppenführer Richard Glucks du quartier général du système des camps de concentration, ordonnait que toutes les crémations prévues soient accélérées, que les documents administratifs non essentiels soient immédiatement éliminés et que des charges explosives soient préparées pour détruire les installations clés si l'évacuation complète du personnel allemand ne pouvait être achevée avant l'arrivée de l'ennemi. Lorsque les troupes américaines entrèrent à Dachau le matin du 29 avril 1945, elles ne se contentèrent pas de libérer un camp de prisonniers de guerre où des ennemis honorables étaient détenus selon les protocoles militaires établis. Elles perturbèrent activement le fonctionnement d'une machine de mort industrielle qui avait fonctionné avec une efficacité systématique et ininterrompue pendant 12 années complètes, des premiers jours du régime nazi jusqu'au moment même de son effondrement final. Les crématoires fonctionnaient et traitaient les corps selon des calendriers établis, les expériences médicales continuaient de se dérouler selon des protocoles scientifiques programmés, les sélections d'exécution quotidiennes se poursuivaient sous surveillance médicale, et les ordres de nettoyage final étaient partiellement mis en œuvre par le personnel technique travaillant contre la montre pour éliminer les preuves avant l'arrivée inévitable des forces alliées. Cette réalité objective et parfaitement documentée fournit le contexte essentiel pour comprendre les réactions immédiates des soldats américains durant les heures cruciales qui ont suivi leur entrée dans le complexe. Ils n'étaient pas entrés dans une installation militaire démantelée où des ennemis honorables s'étaient rendus selon les conventions établies de la guerre entre nations civilisées, mais sur une scène de crime active où un génocide industriel s'est poursuivi jusqu'au moment même de leur découverte. La découverte que Dachau était un camp d'extermination pleinement opérationnel a transformé fondamentalement et irréversiblement la perception qu'avaient les soldats de la nature du conflit qu'ils menaient depuis des années. Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas d'une guerre conventionnelle entre armées nationales aux objectifs politiques limités, mais d'une confrontation existentielle entre les principes fondamentaux de la civilisation occidentale et un système de barbarie industrialisée ayant atteint un niveau de systématisation sans précédent dans l'histoire de l'humanité.